Bonjour Sylvie Maillet. Bonjour. Vous êtes candidate lutte ouvrière pour ces élections législatives anticipées. Mhm. Alors déjà, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Eh bien, donc, je suis Sylvie Maillet, je vis à Conly. Je suis arrivée dans la région de Sille-Guillaume à l'âge de 10 ans. Mes parents étaient à Rouet-en-Champagne. J'ai moi-même vécu ensuite à Saint-Rémy-de-Sillé, à Roissy-Vassé, à Sille-Guillaume, avant de partir sur Le Mans et en fait de revenir depuis quelques années sur Conly. Donc vous êtes chez vous ici un petit peu. Ouais, 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 ouais. Ah bah là, le lycée Paul Scarron, j'ai fait toute ma scolarité ici, Ah oui. donc voilà, Donc vous, je donc vous connais les connaissez, vous murs. connaissez, vous connaissez les murs. On l'a dit, vous êtes candidate lutte ouvrière. Pourquoi cet engagement à lutte ouvrière? Alors, bah, lutte ouvrière, moi j'ai fait la connaissance de lutte ouvrière à l'occasion de mes études au Mans. Et en fait, ce qui m'a fait m'engager, c'est le côté, d'abord, ça a été le côté féministe du parti. Voilà, c'est vraiment les valeurs portées par lutte ouvrière en ce qui concernait le droit des femmes qui m'a amené à m'intéresser à ce parti. Et puis, bah, de fil en aiguille, les idées m'ont convaincu. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup discuté avec les camarades et voilà. Donc ça fait combien de temps que vous y êtes maintenant? Oula, On peut parler de longévité en politique, là. on peut, oui, oui, on peut parler de longévité parce que je devais avoir une vingtaine d'années. Là, j'en ai presque une soixantaine, donc effectivement, Quasiment 40 ans d'engagement, ouais, ouais, qui ouais. n'a jamais cessé. Non. Alors pourquoi cette candidature aujourd'hui aux élections législatives? Ben parce que quand il y a des élections législatives ou d'autres élections, voilà, nous, ça nous donne la possibilité de prendre la parole et de faire connaître nos idées, nos revendications. Parce qu'en dehors de ces périodes-là, on n'a pas forcément beaucoup accès aux médias, hein, d'une manière générale. On est très peu sollicité, c'est un euphémisme. Donc c'est ça le sens, surtout avant tout, c'est faire parler de lutte ouvrière. Alors, pas faire parler Hmm. de lutte ouvrière, mais parler de lutte ouvrière, faire connaître nos idées, faire connaître notre projet de société, notre projet politique. Vous êtes le seul parti de gauche à ne pas être allé dans l'Alliance, du moins dans ceux qui sont candidats aux législatives. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Ben, parce qu'on n'a rien en commun avec ces gens-là. Là, quand on regarde le Front populaire, ça va de Poutou à Hollande. Ben non, nous, on se reconnaît ni dans les uns ni dans les autres. Le Front populaire, c'est un agrégat de gens, de politiciens de carrière, hein, qui sont déjà allés pour la plupart au pouvoir. Juste rappeler que quand Hollande était au pouvoir, ben, on a eu la loi Touraine sur l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites. On a eu des privatisations. Et puis surtout, ben, rien ne s'est jamais vraiment arrangé pour le monde du travail. Que ça soit la droite ou la gauche au pouvoir, le monde du travail, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Et rien n'est fait vraiment pour, bah, dans son intérêt à lui. Qu'est-ce que ferait lutte ouvrière s'il accédait au pouvoir, mettons? Bah, déjà, nous, on est communistes révolutionnaires. Donc, ça veut dire que si on accède un jour au pouvoir, comme vous dites, ça sera certainement pas à travers des élections. Voilà. Nous, on est convaincus que dans le système actuel, les élections, eh bien, c'est pas la solution aux dégradations des conditions de vie d'une grande partie de la population. Les élections, c'est plutôt une sorte d'illusion dans le fait que, en laissant les clés à l'un ou à l'autre, nos problèmes vont s'arranger. Ben, nous, à Lutte ouvrière, on pense que les politiciens, ils ne feront jamais rien en faveur des travailleurs et que si le monde du travail veut vraiment obtenir des choses dans son intérêt, eh bien, il faudra qu'il l'obtienne par lui-même,
à travers les luttes. Justement, comment ça s'organise finalement? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, vous arrivez à l'imaginer aujourd'hui, vous y croyez? Bah écoutez, pour reprendre le nom que s'est donné Nouveau Front Populaire. le nouveau Front Populaire, bah, le Front Populaire en 1936, ça a démarré par une grève générale et des occupations d'usines. Voilà. Et c'est comme ça que le monde du travail, il a obtenu des choses. Léon Blum, par exemple, il était contre les congés payés. Sauf que la grève générale l'a obligé à accepter les congés payés. Voilà. Donc nous, on est confiants dans cette force que représentent les travailleurs. Il suffit de regarder juste tout ce que produit, tout ce que permet de faire fonctionner le monde du travail. Si ce monde-là s'arrête de travailler, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la société. On a bien vu quand il y a eu la pandémie du Covid, toutes les petites mains, hein, quoi. Alors là, on les a félicitées, on les a applaudis, etc. Sauf que le Covid est passé et pour ces gens-là, il n'y a eu aucune amélioration des conditions de vie, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire, il n'y a eu rien du tout. Donc la preuve, elle est bien là que sans le monde du travail, la société ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que vous revendiquez pour les travailleurs? Alors, qu'est-ce qu'on revendique pour les travailleurs? Déjà, des augmentations conséquentes de salaire. Voilà. Actuellement, il y a trop de salariés pauvres. C'est pas normal de passer sa vie au boulot et de partir en retraite avec une pension qui n'arrive même pas au niveau du SMIC. Voilà. Le SMIC, c'est devenu le salaire normal. Ben non, normalement, c'est un minimum. Ça veut dire que ça doit être supérieur un salaire, avec l'ancienneté, avec l'expérience, et que cette augmentation de salaire, elle doit être rapide. Voilà. Donc nous, on demande une augmentation des salaires immédiate pour tout le monde. Et puis, pas que des salaires, hein, des pensions de retraite, des pensions d'invalidité. Vous parlez d'indexation sur le niveau de vie et pas sur l'inflation. Alors, non. Je parle d'indexation sur les prix. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les prix augmentent, eh bien, les salaires, les pensions de retraite, les pensions d'invalidité pour handicap, etc., elles augmentent dans les mêmes proportions. Il n'y a que comme ça qu'on peut espérer vivre dignement, décemment. Et pour l'instant, la société actuelle, elle n'offre pas cette possibilité-là à une grande partie de la population travailleurs ou chômeurs ou retraités. Oui, parce que dans Lutte ouvrière, on parle des travailleurs, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Le terme travailleur... Ah bah pour nous, les travailleurs, c'est ceux qui ont du boulot, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont eu. Voilà, ceux qui n'en ont pas, ils n'ont pas choisi de ne pas en avoir. Hein. C'est les patrons qui ont licencié. Ceux qui n'en ont plus parce qu'ils sont à la retraite, voilà, ils ont quand même donné toute leur vie comment dirais-je, ils ont passé leur vie à produire des richesses. C'est pas normal qu'une fois qu'ils sortent du système de production, ils s'appauvrissent autant. C'est pas normal. On est quand même dans une phase d'élection législative assez particulière, qui dit bien différente de ce qu'on a connu. L'extrême droite n'a jamais été aussi haute. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est logique pour vous? C'est normal? Alors, faut pas avoir la mémoire courte. Depuis les années Mitterrand, et depuis surtout 2002, le Front National, c'est l'épouvantail qui va amener une majorité de Français à voter non pas pour un candidat qu'ils ont choisi, mais contre un candidat dont ils ne veulent pas. Voilà, le fameux vote utile. Bon, depuis 2002, les scores du Front National n'ont cessé d'augmenter. Et les scores du Front National augmentent et les conditions de vie de la majorité de la population se dégradent. Voilà. Donc ça veut dire que ceux qui crient au loup maintenant sont ceux qui ont tout fait pour que le Rassemblement national, alors anciennement Front National, se développe. Voilà. Y a rien eu de concret, de fait,
pour améliorer les conditions de vie des Français, que ça soit de la droite ou de la gauche. Donc, moi, je comprends les gens qui se tournent vers le Rassemblement national en se disant, alors, certains disent, ceux-là, on ne les a pas essayés, ils vont peut-être faire quelque chose. Les autres, c'est parce qu'ils ne veulent plus ni de la droite, ni de la gauche, ni de Macron. Et ils se tournent vers cette opportunité-là. Moi, ce que j'aimerais leur dire à ces gens... C'était ma prochaine question, donc je vous en prie. Parfait. J'enchaîne. Donc moi, ce que j'aimerais leur dire à ces gens, c'est qu'ils se trompent. C'est-à-dire, si on regarde la liste des européennes du Rassemblement national, il n'y a pas un ouvrier, il n'y a pas un employé. C'est des classes dirigeantes, c'est des bourgeois, c'est des patrons. Et ces gens-là, quand ils seront au pouvoir, ils ne feront rien de plus que les autres pour améliorer le sort des travailleurs français. Alors, si ce qu'ils vont peut-être offrir à ces travailleurs, c'est de taper encore plus sur les travailleurs immigrés, par exemple. Mais est-ce que ça va remplir le frigo du travailleur français qui se sent français ? Non. Donc là, c'est encore une immense illusion. C'est une illusion. Il n'y aura pas d'amélioration concrète des conditions de vie du monde du travail de la part du Rassemblement national, qui fera comme les autres et qui se pliera aux desiderata, aux demandes, voire aux ordres du grand patronat, des lobbies, des banques. Voilà, ils feront comme les autres. Est-ce que vous croyez encore au barrage républicain, celui dont on parlait avant ? Est-ce qu'il va encore avoir lieu ? Est-ce que... Le barrage républicain, sans doute que ça... Je sais pas. Je pense que... Oui, non. Je sais pas. Puis d'abord, la République, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette République ? Tous ces politiciens actuellement. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette République ? On a un système éducatif qui part en lambeaux, un système de santé qui est à l'agonie, un système de justice complètement dysfonctionnel. Elle est où, la République ? La République, c'est liberté, égalité, fraternité. Moi, je vois plus rien, ni de l'un, ni de l'autre. Je vais vous demander de mettre le casque que vous avez devant vous. On est, comme vous le savez, une radio en milieu scolaire, et donc on a interrogé des collégiens, entre autres une collégienne qui s'appelle Lola, qui a choisi de vous poser 2 questions. Les questions sont les mêmes pour tous les candidats, et sur 2 sujets tout à fait différents, mais en lien avec la jeunesse. Selon Education.gouv, en février 2024, 100 écoles et établissements étaient volontaires pour essayer l'uniforme, à l'école, au collège et au lycée. Et le gouvernement souhaitait généraliser la tenue commune en 2026. Qu'en pensez-vous ? Si vous êtes pour, comment le mettriez-vous en place ? Et d'après vous, est-ce que ce serait aux familles de payer ou à l'État ? C'est la question de l'uniforme à l'école qui revient beaucoup chez les jeunes. Ouais. Bon, elle est drôle, cette question, parce que pour moi, la question importante en ce moment par rapport à l'école, c'est pas la question de l'uniforme. Alors, on va s'en servir comme un cache-misère pour mettre sous le tapis toutes les différences sociales qui existent dans la France actuellement. Non, c'est pas parce que tous les gamins auront la même tenue qu'ils auront la même vie à la maison. Voilà, c'est encore une illusion, c'est encore un cache-misère. Quant à l'idée de faire payer les familles, alors là, non. Si l'État, à un moment donné, prend cette décision, il assume et il paie les tenues. Mais encore une fois, c'est pas l'uniforme dont l'école a besoin. Elle a besoin de profs, elle a besoin de moyens, elle a besoin d'un meilleur encadrement des élèves, elle a besoin d'un enseignement qui soit plus adapté, avec des gamins qui soient pas 36 dans les classes, avec des structures mises en place pour aider vraiment les élèves qui ont des difficultés, pour aider les élèves handicapés, pour l'inclusion, etc. C'est de ça dont elle a besoin, l'école. Alors je vais vous laisser reprendre le casque pour la 2e question, et ce sera d'ailleurs la dernière de cette interview, où le temps file. D'après Ipsos,
60% des jeunes de 18 à 24 ans se sont abstenus aux dernières européennes. Que faire pour que les nouvelles générations s'intéressent à la politique d'aujourd'hui ? Oui, l'intérêt des jeunes à la politique. Alors, moi je dirais aux jeunes qu'ils ont tout intérêt à s'intéresser à la politique aujourd'hui parce que il faut voir ce qu'on est en train de leur préparer. Et ce qu'on est en train de leur préparer, c'est la guerre. Donc ça, il faudrait qu'ils en prennent conscience assez vite. Hein. Entre les discours militaristes, patriotiques, les productions d'armement là, qui en ce moment explosent. Hein, on a quand même un gouvernement qui trouve des milliards pour produire des armes, mais qui n'a jamais eu de fric à mettre dans l'hôpital, par exemple. Bon, voilà, le gouvernement actuel, il fait des choix, et ces choix, ils vont nous emmener vers la guerre. De toute façon, même réflexion que tout à l'heure, si on regarde un peu l'histoire, voilà, quand il y a une grande crise au niveau du capitalisme international, et là, en ce moment, on est dedans, eh bien, ça débouche toujours systématiquement sur des conflits, sur des guerres. Et là, on est en train de nous préparer psychologiquement, gentiment mais sûrement, à la prochaine. Hein ? Alors, si les jeunes, ils ont une raison de s'intéresser actuellement à la politique, eh bien, c'est peut-être pour pouvoir agir, pour empêcher ce conflit qui s'annonce et qui va sans doute arriver dans les années qui viennent. Merci Sylvie Maillet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes candidate lutte ouvrière pour les prochaines élections législatives anticipées. Merci à vous.